Ok. Je vais t'asseoir ici. Pour l'entretien, je te relance. Qu'est-ce que tu pourrais apprendre aux personnes qui n'arrivent pas à se débrouiller avec le numérique? Préparer une boîte mail, comment créer un email, comment une adresse mail. Et au fil du temps, voir possibilité de les continuer un peu plus dans le numérique, de leur apprendre tout ce qui est numérique, comment utiliser Google. Qu'est-ce que tu attends de ce projet? J'attends pour apprendre des nouvelles connaissances. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable, donc je peux parler avec beaucoup de personnes. Tu as les informations sur le projet. Oui. Il y a une charte du coup à respecter, comme dans toute organisation. Le respect, l'assiduité. L'ambitieux. Voilà. En gros, si tu ne te sens pas capable de venir à des rencontres, oui. il faut nous prévenir. D'accord. Oui, faire un petit retour pour l'imprévu. D'accord. C'est ça. De toute façon, nous on se connaît, on est du même quartier. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, comme elle a pu te poser la question, qu'est-ce que cela va vraiment t'apporter, tu vois? Genre, qu'est-ce que tu attends réellement de nous? Je veux vraiment que vous m'aidez à approfondir mon projet, durant le projet. Donc ça veut dire que, en fait, attends de nous qu'on puisse te motiver, qu'on puisse t'inspirer. Voilà. D'accord. Nous, on est au début de ce projet-là. Oui. Nous, on travaille en équipe. Ça veut dire, en travaillant en équipe, il y a certaines règles à respecter. D'accord. Donc je te transmets la charte. Tout d'abord, c'est le respect. D'accord. Le fait de se respecter les uns les autres, l'assiduité, d'être présent et de prévenir quand tu peux pas être là, des absences, éviter d'être en retard. Être ambitieux, ça veut dire oser. Donc ambitieux dans tes projets, ambitieux dans ce projet-là aussi, tu vois. Nous donner des nouvelles idées, être innovant. Oui. Je te remets tout ça. Merci. Et puis voilà, sans toi, faut que tu sois à l'aise, tu vois. Faut que tu sois à l'aise, faut que tu sois toi-même. Ouais. C'est surtout ça le plus important. Du coup, il y a aussi les sorties qu'on avait prévues pour les personnes qu'on va recruter. Il y a Futuroscope, le Havre. Il me semble que le Havre c'est un peu mort, c'est ça? Ouais, c'est fermé le samedi. Ok, donc le Havre, tu avais trouvé d'autres trucs, c'est ça? En fait, hier, quand on s'est appelé, on s'est dit qu'on allait se concentrer plus sur le Havre. Donc, je sais pas si on prend la peine de. Donc, du coup, aujourd'hui, on va profiter, on va établir un budget sur ce qu'on va Sur quelle faire. sortie du coup? Cohésio, faut les appeler, c'est ça? Hein? Cohésio. En gros, là, dans les sorties qu'on a trouvées, c'est qui qu'on doit appeler? Je pense que d'abord on doit appeler Cohésio, mais j'ai pas compris comment ça le Havre. Le Havre, c'est fermé le samedi. Et aujourd'hui, il faut vraiment commencer à établir le budget pour avancer. Donc du coup, le projet Samedi Numérique, c'est une union en gros entre plusieurs jeunes issus de différents quartiers de base pour promouvoir les différents aspects du numérique auprès d'un public divers, auprès des mamans comme des jeunes, pour pour nous acclimater au numérique comme c'est un élément qui fait partie du monde de demain. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à utiliser le numérique, donc du coup c'est le but du projet. On aimerait bien du coup sonder le besoin en numérique des mamans pour savoir en gros en quoi elles ont besoin du numérique et en quoi on peut leur apporter notre aide. Et une fois qu'on aura fait ça, on veut faire un événement pour faire différentes activités, pour leur montrer du coup comment utiliser un ordinateur, un site. Et on aimerait bien aussi faire un autre événement avec des jeunes pour du coup aussi leur montrer les différents aspects du numérique parce que c'est eux, la prochaine génération. Et comme nous aussi, il y a plusieurs jeunes qui font partie du projet, on est plus avenants à aller vers les jeunes. Les Gilets roses, dès qu'on va leur parler du projet, elles vont parler aux autres mamans. Tu vois, ça qui pète bien. Ouais, mais elles ont dit, franchement, samedi, plus la période du ramadan, ça va être chaud. Jeudi, moi je termine à 16h, je pourrais aller les voir, mais je serai seule. Je peux moi aussi, souvent je finis à 15h ou à 16h, donc on pourrait aller à 2. Voilà, on pourrait aller à 2 jeudi. On pourra pas regarder tes vidéos sur YouTube, il faut qu'on rencontre des personnes, tu vois, qu'il faut qu'ils donnent leur avis et tout. Alors aujourd'hui, là, on travaille sur le numérique. Donc, il a fait appel à moi et aux autres participants pour qu'on puisse travailler sur le numérique. Ça veut dire aider les mamans de notre quartier, voire même de d'autres quartiers, pour pouvoir leur communiquer, les aider à utiliser Internet parce que c'est peut-être pas accessible pour eux, ou peut-être plus difficile. Donc, nous, notre objectif, c'est
les aider, les conseiller et puis les guider. Liliane, comme c'est la DRH de notre groupe, elle s'est occupée de l'entretien et moi j'étais juste là pour l'assister comme l'autre DRH n'était pas là. Et puis voilà, c'est elle qui gérait l'entretien et j'étais juste sur le côté en train de regarder. Pour accueillir les autres quartiers, soit on en parle aux gens autour de nous au lycée, ou soit ils viennent directement nous contacter par mail ou sur Instagram. Et puis voilà, ils nous contactent, ils nous donnent leur motivation et puis par la suite, on leur fait passer un entretien et suite à cet entretien, on leur dit s'ils sont pris ou non dans l'équipe. Custom, en fait, ce que c'est un projet d'entrepreneuriat qu'on a eu avec un groupe d'amis qui, en fait, a pour but de personnaliser tous les produits de la maison. Donc, on s'est particulièrement ciblé sur les projets, comme vous pouvez le voir, dans la vaisselle. Donc, on a des mugs, on fait aussi des assiettes et des tasses. Et on est aussi dans le textile. Du coup, par exemple, pour des projets d'entreprise, si vous voulez une image de marque lorsque vous avez des stands, par exemple, on fait aussi tout ce qui est t-shirt ou sweatshirt, c'est comme vous voulez. Du coup, le matériel que nous avons ici, en fait, c'est le matériel qu'il nous faut du coup pour la personnalisation des produits. Donc, on a en premier lieu la presse thermique, qui est la plus grosse machine du coup du projet. Elle nous sert en fait à transférer nos modèles qui sont imprimés sur cette imprimante et à les transférer sur le tissu. Par exemple, sur le textile, via ce modèle-là, qui est ici sur du plat. Donc ça nous sert par exemple pour les t-shirts, les sweatshirts, mais on a aussi un modèle du coup pour les tasses. Et dans nos matériels, on a aussi un modèle pour des assiettes par exemple. Du coup, ici comme vous pouvez le voir, c'est du coup le processus pour les tasses. Ici, il y a plusieurs tailles et en fait, grâce à la presse, ça va servir à appliquer le modèle du coup directement sur la tasse. Ici, on a les tasses, comme vous pouvez le voir, on aura une tasse vierge avec un modèle qui sera imprimé sur notre imprimante. Il sera transféré jusqu'à la tasse. On commence en allumant la presse thermique du coup qui va monter en température jusqu'à atteindre sa température optimale pour faire le transfert thermique. Du coup, pour le processus, on va commencer tout d'abord avec l'imprimante qui va nous servir à imprimer le modèle qui sera transféré sur le mug. Le modèle est imprimé et maintenant du coup nous allons découper la surface pour le coller sur le mug et ainsi faire le transfert. Voilà, le modèle est scotché et maintenant on va le placer sur la presse grâce à un papier cuisson qui va réduire la chaleur du coup, parce qu'en fait le papier risque de brûler avant de faire la sublimation. Avec la céramique, là la température est en train de baisser et jusqu'à un moment où elle va se stabiliser et remonter à sa température optimale. À ce moment-là, la presse va commencer à du coup réduire le compteur et faire la pression. Donc, du coup ça fait à peu près 3 minutes. Du coup là la machine vient de terminer son processus de sublimation. On va enlever la presse. On va juste le sortir, il faut faire attention parce que du coup là c'est chaud. Et là on attend juste que le modèle refroidisse. Aujourd'hui on en a eu dans ce projet, disons qu'il a bien avancé, car en fait on a débuté en partant de rien. Du coup on est parti jusqu'à faire des récoltes de fonds, on a obtenu notre matériel qu'on a acheté nous-mêmes du coup à partir de zéro. Ensuite on a réussi à faire nos premières ventes lors du marché de Noël du coup en 2022. Et ensuite on a continué, on a décidé de faire une pause pour se recentrer sur nous-mêmes et ainsi en fait faire une renaissance. Car en effet, en fait, nos matériaux n'étaient pas du coup adaptés, ils n'étaient pas de qualité supérieure et on a décidé en fait de tout rechanger. Du coup, surtout l'imprimante et son encre qui en fait utilise un papier spécial pour faire la sublimation. Et du coup, là, on repart actuellement pour refaire nos ventes en ligne. Là, on est actuellement au stade de projet, mais on est en train de parler justement avec les personnes des idéateurs pour pouvoir
partir et vraiment obtenir une autre sirène du coup. Alors je m'appelle Aïssatou Bodjan et donc je suis la fondatrice d'AFK. Donc AFK c'est quoi? C'est une épicerie fine africaine comme j'aime la nommer, la première épicerie fine africaine d'Essonne. Le but c'est vraiment de réunir le meilleur de l'épicerie africaine et du coup ça a pris 1 an et demi avant que je crée AFK, que j'ouvre ses portes en tout cas. Donc de septembre 2021 à décembre 2022. Mon parcours a été assez long parce que ouvrir une boutique ça se fait pas du jour au lendemain. Donc le temps de trouver mes fournisseurs, le temps de trouver le local, le temps de trouver le financement. Alors le déclic en fait il part de moi. Souvent je dis que je suis la première cliente potentielle d'AFK et que c'était des frustrations. En fait j'étais insatisfaite des commerces de proximité qu'on connaît déjà actuellement et je voulais vraiment mettre à l'honneur nos gastronomies. Et deuxième chose que je dis souvent c'est d'avoir des commerces de qualité en banlieue. Et comme j'en avais marre de toujours monter sur Paris pour avoir des belles épiceries, je me suis dit que j'allais le faire pour nous en fait. C'est étape par étape en fait, j'ai été vraiment petit à petit, j'ai commencé par l'étude de marché. Parce que comme je suis la cliente potentielle, c'est bien, mais il fallait être sûr qu'il y a un marché, des gens qui soient aussi comme moi réceptifs à ce genre d'idées. Donc j'ai commencé par l'étude de marché et au fur et à mesure, je suis passée au financement, aux recherches de local, etc. La boutique est ouverte depuis le 17 décembre exactement. Donc ça fait 6 mois. Ça a fait 6 mois ce samedi. Alors le quotidien d'AFK c'est assez simple, c'est la gestion d'un commerce alimentaire, la gestion d'un commerce tout court même. Donc du coup le plus gros c'est l'approvisionnement. Je me source et en Afrique et en France et même en Île-de-France. C'est vrai que quand on pense à épicerie fine africaine, on a l'impression que forcément tous les produits viennent d'Afrique, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'initiatives d'afro-descendants qui sont ici en Île-de-France qui font des produits locaux du coup. Donc c'est une partie de mon approvisionnement. Et après, principalement, c'est la gestion des stocks et bien entendu l'accueil client, le conseil client, etc. Je suis l'unique associée, donc l'unique fondatrice. Par contre, j'ai une équipe avec moi, Dominique et Vinka, qui sont mes 2 apprentis, qui sont là depuis l'ouverture et même avant. Elles m'ont aidé à faire les travaux, à aménager la boutique avant l'ouverture. J'ai à peu près 50 mètres carrés de surface de vente. Et pour dire un peu ce que je vends des incontournables des gastronomies africaines, donc tout ce qui est tubercule, igname, manioc, gombo, etc. Mais aussi des incontournables qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, comme du chocolat qui vient d'Afrique, du café d'Éthiopie, des tisanes qui viennent de Tanzanie par exemple. Alors moi je dis souvent que dans les gastronomies africaines, c'est souvent sain, naturellement sans gluten, puisque c'est un peu la mode du sans gluten, mais les gastronomies africaines sont sans gluten de toute façon. Et après on a beaucoup de super aliments en fait. Le moringa, le baobab. Et en fait, c'est des super aliments qui nous permettent d'éviter les compléments alimentaires. Et tout ça, c'est naturel. La poudre d'hibiscus, par exemple, c'est plein de bienfaits. Donc, ouais, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de satisfaction de savoir qu'on répond à un besoin, que nos clients sont satisfaits, que les clients sont fiers de nous et aussi qu'on lutte pour une cause en fait finalement. Les 2 missions que j'ai données tout à l'heure, que je répète parce que ça me tient vraiment à cœur, de revaloriser les gastronomies africaines et d'avoir des commerces de qualité en banlieue. Après c'est vraiment une belle expérience mais il faut bien s'accrocher avant d'y aller. Mon chemin et le chemin de la MCE se sont croisés au tout début de mon parcours. Donc c'était au moment où je recherchais des locaux commerciaux à Évry ou en Essonne. Donc j'ai contacté la MCE et j'ai eu plusieurs entretiens avec la MCE qui m'ont aidé à me positionner et à prendre ma décision par rapport à l'emplacement et aussi le choix du local parce que j'avais beaucoup de travaux. Donc c'est un sujet qu'on avait pas mal abordé avec Serge effectivement. La rencontre avec Aïssatou, c'est une rencontre comme avec tous les porteurs de projets qui viennent à la MCE. Donc elle voulait effectivement créer sa structure, elle était au tout début. Mais tout de suite j'ai repéré un potentiel, un dynamisme de la personne, donc je me suis dit non, il va falloir qu'on mette en place un plan d'action. Et suite à ça également, pour la mettre en valeur, il y avait le club FAS Paris-Saclay qui souhaitait mettre en avant également aussi des porteurs de projets. Donc il m'avait demandé de chercher plusieurs porteurs de projets. Donc je n'étais pas la seule structure, il y avait aussi d'autres structures de la création d'entreprise. Et au niveau de la MCE, on a proposé 5 porteurs de projets. Donc 4 ont été sélectionnés sur les 10 qui devaient se présenter à la Chambre de commerce. Parmi les 4 porteurs de projets sélectionnés, Aïssatou faisait partie de ces porteurs de projets. Suite à ça, j'ai appris au mois de novembre qu'elle ensuite après créé sa structure. Et donc je ne pouvais être que ravi et content de voir effectivement ce que je pensais comme dynamisme, comme potentiel, comme énergie qu'elle avait, qu'elle dégageait.
également puisse aboutir, parce que c'est pas toujours simple la création d'une structure. Alors nous, l'aide, ça consiste tout simplement à les accompagner, accompagner les porteurs de projets du début jusqu'à la fin. Et nous, notre but, c'est lorsque on reçoit un porteur de projet, on met en place un plan d'action et à travers ce plan d'action, ça leur permet effectivement de pouvoir suivre le process. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous les aidons en les associant, en les mettant en lien avec d'autres partenaires, parce que dans toute chose, le réseau est indispensable. Et donc on s'assure véritablement qu'ils puissent s'entourer de bons interlocuteurs pour la réalisation de leurs projets. Et nous sommes là un peu comme des gens qui vont les accompagner, les booster, les challenger dans leur activité. Je suis amenée à créer cette activité en 2020. Déjà, j'étais dans la vente en ligne sur les réseaux sociaux et je donnais des conseils par-ci, par-là. Et je partais dans les appartements pour faire des petites animations aux femmes. C'est là qu'est venue l'idée de faire le coaching parce que je voyais qu'il y avait, le besoin était là, ça se sentait. Les femmes, elles avaient beaucoup de choses à dire, mais ne savaient pas vers qui s'orienter. Souvent, on sait qu'il y a les psychologues qui sont là, des sexologues et autres, mais en général, la culture ne nous permet pas d'aller tout de suite les voir. Donc moi, je suis un peu comme un tremplin, on va dire. Elles viennent vers moi, se confier, et si je sais que ça va au-delà de mes compétences, là, je les oriente petit à petit vers les sexologues ou les psychologues. Et c'est en partant de là aussi, quand j'ai créé cette entreprise, j'ai senti aussi qu'il y avait un autre besoin qui est derrière, à savoir l'accompagnement des femmes après leur accouchement. Parce que déjà, je conseillais les femmes, je leur donnais des petites plantes par-ci par-là pour qu'elles puissent être fertiles et qu'elles puissent au moins concevoir. Mais j'ai vu qu'après la conception aussi, il y avait un autre problème qui était derrière. On trouve beaucoup de structures de santé qui sont là, qui accompagnent les femmes pendant leur grossesse. Mais après l'accouchement, il n'y a pas de suivi. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de faire tout ce qui est féminité, bien-être, associer les deux, à savoir le bien-être. Mais moi, pour me différencier des autres, j'ai pris la méthode ancestrale. J'accueille ces personnes déjà pour les accompagner et les assister durant toute cette période. À l'intérieur, vous pouvez constater, j'ai mis des graines de nep-nep qu'on appelle Acacia nilotica. En fait, ces graines, ça permet de soigner des plaies de ventre. En même temps aussi, si la femme qui vient d'accoucher et qu'elle a des plaies, qu'elle a des douleurs, ça permet d'anesthésier cette partie et ça resserre un tout petit peu. Les feuilles de djeka, ça permet de travailler le périnée. Les poivres africains et les clous de girofle qui sont à l'intérieur. Donc de ce fait, quand la maman, elle vient d'accoucher, je prépare déjà cette bassine que je ramène aux toilettes, je pose sur la cuvette. Donc ça prépare la femme, ça travaille son périnée et en même temps aussi, ça permet d'atténuer les petites douleurs après accouchement. Donc ça, je vais le ramener dans les sanitaires pour la maman. Elle va s'asseoir dessus au minimum 10 minutes, le temps que je prépare le bébé et que je fasse le massage pour le bébé. Je vais commencer d'abord par enduire le corps d'huile ou de beurre. Voilà. Le beurre de karité, déjà, ça a beaucoup de truc thérapeutique parce que non seulement ça hydrate la peau, en même temps ça permet de resserrer vraiment les pores et puis ça a un effet aussi qui joue sur les muscles. Du coup, on va commencer à faire un tout petit peu d'étirement. On va étirer d'abord les bras. Oui, 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 ça te fait du bien. Oui, la colonne vertébrale, les reins, oui. Il faut travailler les fessiers aussi, c'est important. Surtout pour une fille, on travaille plus les fessiers pour qu'au moins elle ait de belles formes plus tard. Pour le garçon, je montrerai ce qu'il faut faire pour lui. Alors, hop, 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 hop. Voilà, bravo Jamal, petit champion. Au niveau de la tête, travaillez un tout petit peu, surtout à la naissance, travaillez bien le crâne pour que ce soit bien un peu rond plutôt que bossu ou déformé. Donc on prend compte bien de cela, bien masser la tête et les oreilles. Voilà.
Alors là, c'est de l'eau chaude que j'ai mis ici. Voilà, vous voyez la serviette comme elle est un peu brûlante, mais je vais mettre pour voir que mon corps peut supporter. La serviette chaude permet vraiment de faire couler plus le sang. On a déjà mis la bassine avec les feuilles de djeka, les plantes qui permettent de bien travailler les périnées et bien cicatriser aussi, parce que le neb-neb ça cicatrise et puis c'est en même temps antibiotique, anti-inflammatoire. Les poivres africains aussi, pareil, de même que le clou de girofle. Voilà. Là, je lui appuie bien le ventre. Voilà, je masse bien. Et puis la femme, elle doit faire ses séances au minimum 1 fois par semaine. Comme elle a accouché, et puis souvent c'est le dos qui supporte le poids. On va bien masser le dos. C'est un petit appareil qui permet de bien détendre et relaxer les muscles. Ça absorbe les ondes négatives, ça absorbe tout ce qu'on ressent au niveau du corps et puis ça permet vraiment de bien se détendre. Voilà.